Chapitre 1. L'héritage Lovelock. L'histoire des géants cachés de l'Amérique commence par une légende captivante transmise de génération en génération par le peuple Paiute. Cette tribu amérindienne, qui s'est installée dans le désert du Nevada il y a des milliers d'années, a parlé d'une race de géants aux cheveux roux appelés les Sitecas. Il ne s'agissait pas seulement de grands humains, mais d'êtres redoutables mesurant entre 2 et 3 mètres de haut, aux cheveux d'un roux flamboyant et réputés pour leur cannibalisme. Selon l'histoire orale des Paiutes, les Sitecas sont arrivés au Nevada il y a des milliers d'années, en construisant des radeaux à partir des robustes roseaux Tule que l'on trouve dans les marécages de la région. Le nom Sitecas signifie mangeurs de Tule, en référence à leurs habitudes alimentaires. Cependant, leur appétit ne se limitait pas aux plantes. Les légendes parlent des Sitecas comme de redoutables guerriers qui se battaient fréquemment avec les Paiute et les tribus voisines, consommant souvent leurs captifs. Ce conflit fit rage pendant des années jusqu'à ce que les tribus humaines s'unissent contre leur ennemi commun. Lors d'une dernière bataille décisive, les Sitecas restants furent repoussés dans une grotte. Les tribus alliées saisirent l'occasion de mettre fin à la menace une fois pour toutes. Elles bourrèrent l'entrée de la grotte de broussailles et y mirent le feu. Les géants qui s'y trouvaient suffoquèrent ou brûlèrent vifs, marquant ainsi la fin de leur règne de terreur. Cette histoire aurait pu rester un simple morceau de folklore intrigant sans la curiosité de John T. Reed, un ingénieur minier qui a entendu l'histoire en 1886. Intrigué par la possibilité qu'il y ait une vérité derrière la légende, il a cherché la grotte mentionnée dans les récits des Paiutes. Bien qu'il n'ait pas pu financer de fouilles à l'époque, son intérêt a déclenché une série d'événements qui ont conduit à l'une des découvertes archéologiques les plus controversées de l'histoire américaine. La grotte, appelée Lovelock Cave, est restée intacte jusqu'en 1911, date à laquelle deux mineurs, James Hart et David Pugh, ont commencé à creuser pour trouver du guano de chauve-souris destiné à la fabrication de poudre à canon et d'engrais. En creusant, ils ont découvert de nombreux artefacts, ce qui a donné lieu à des fouilles archéologiques officielles en 1912, puis en 1924. Les résultats de ces fouilles sont extraordinaires. Les archéologues ont mis au jour plus de 10 000 objets, dont des outils, des paniers, des armées, surtout, des restes humains. À l'entrée de la grotte, on a trouvé des traces de brûlures intenses, qui corroborent le récit de la bataille finale par les Paiute. À l'intérieur, les chercheurs ont trouvé une empreinte de main géante sur l'une des parois, bien plus grande que celle d'un être humain de taille normale. Parmi les découvertes les plus surprenantes, on trouve 2 restes momifiés, une femme mesurant près de 2 mètres de haut et un homme mesurant près de 2 mètres. Tous deux avaient les cheveux roux caractéristiques décrits dans les légendes Paiute. Parmi les autres découvertes notables, on peut citer une sandale qui aurait été adaptée à une personne chaussant du 29, ce qui laisse supposer une taille bien supérieure à 2 mètres, et des vêtements bien trop grands pour des humains de taille moyenne. Ces découvertes fournissent sans équivoque des preuves tangibles qui corroborent la tradition orale des Paiutes. Cependant, à mesure que la nouvelle de ces découvertes se répandait, une controverse s'ensuivait. L'idée d'une race de géants dans l'Amérique ancienne remettait en cause les conceptions établies de la préhistoire et de l'évolution humaine. Alors que certains chercheurs considéraient ces découvertes comme révolutionnaires, d'autres les rejetaient comme des exagérations ou des interprétations erronées. Les découvertes de la grotte de Lovelock ont suscité un vif débat au sein de la communauté archéologique. Les partisans de ces découvertes ont mis en avant les preuves matérielles et leur remarquable corrélation avec les légendes amérindiennes pour prouver l'existence des géants. Les sceptiques ont répliqué en avançant des arguments selon lesquels les restes pouvaient s'expliquer par des conditions médicales connues entraînant une croissance excessive, ou que les mesures avaient été exagérées. Pour ajouter à l'intrigue, de nombreux artefacts et restes de la grotte de Lovelock auraient été envoyés à la Smithsonian Institution pour une étude plus approfondie. Cependant, dans les années qui ont suivi, ces objets ont apparemment disparu des archives publiques, ce qui a alimenté les spéculations sur une éventuelle dissimulation. L'héritage de la grotte de Lovelock va bien au-delà de son importance archéologique immédiate. Elle a suscité une remise en question plus large des récits préhistoriques acceptés et a ravivé l'intérêt pour les récits oraux des Amérindiens en tant que source factuelle. La controverse qui a entouré les découvertes a mis en lumière la relation souvent conflictuelle entre l'archéologie traditionnelle et les découvertes qui remettent en question les paradigmes établis. Aujourd'hui, la grotte de Lovelock témoigne de l'interaction complexe entre les légendes, l'archéologie et la recherche permanente de la vérité sur notre passé ancien. Le débat sur l'existence de géants dans l'Amérique ancienne se poursuit, mais la grotte et ses objets nous rappellent que l'histoire est souvent plus mystérieuse et plus complexe que nous ne le pensons.
L'histoire des découvertes de Sitka et de la grotte de Lovelock introduit le récit plus large des géants cachés dans l'histoire oubliée de l'Amérique. Le concept de géant n'est pas propre à la légende Paiute ou au folklore nord-américain. Tout au long de l'histoire et dans toutes les cultures, des histoires d'énormes êtres humanoïdes ont captivé les imaginations et influencé les systèmes de croyances. Ces récits, que l'on retrouve dans les textes anciens, les traditions orales et les écritures religieuses, suggèrent que l'idée de géant est profondément ancrée dans notre conscience collective. Dans les textes religieux, les géants occupent une place importante dans plusieurs traditions. L'Ancien Testament de la Bible, pierre angulaire des croyances judéo-chrétiennes, contient de nombreuses références aux géants. Les plus connus d'entre eux sont peut-être les Néphilim, mentionnés dans le livre de la Genèse. En ce temps-là, il y avait des géants sur la terre. Et après cela, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes, et qu'elles leur donnèrent des enfants, ils devinrent des hommes puissants, des hommes d'autrefois, des hommes de renom. Genèse 6:2.4, version King James, ce passage énigmatique a suscité un vaste débat théologique et scientifique. Certaines interprétations suggèrent que les Néphilim étaient la progéniture d'anges déchus et de femmes humaines, ce qui explique leur taille et leur force extraordinaire. Les Néphilim sont associés à la période précédant le Grand Déluge, qui est liée aux idées de punition divine et de remodelage du monde. Un autre géant biblique célèbre est Goliath, le guerrier philistin vaincu par le jeune David dans l'une des histoires les plus emblématiques de la Bible. Goliath est décrit comme mesurant entre 7 et 11 pieds de haut, selon les traductions. L'histoire de David et Goliath est devenue une référence culturelle, symbolisant le triomphe de l'outsider face à des obstacles apparemment insurmontables. Le livre d'Hénoch, un ancien texte religieux juif retrouvé dans les manuscrits de la mer Morte mais qui ne figure pas dans la plupart des canons bibliques, fournit des récits encore plus détaillés sur les géants. Il développe l'histoire des Néphilim, les décrivant comme les enfants des anges qui ont enseigné aux humains des connaissances interdites et ont apporté la corruption sur la terre. Au-delà de la tradition judéo-chrétienne, on trouve des références aux géants dans de nombreuses autres cultures. Dans la mythologie grecque, les Rhigantes étaient une race d'une grande force et d'une grande agressivité, née du sang du dieu castré Uranus. Ces êtres livraient un combat féroce aux dieux de l'Olympe dans un conflit monumental connu sous le nom de gigantomachie, un thème récurrent dans l'art et la littérature de la Grèce antique. La mythologie nordique fait également la part belle aux géants. Les Jotnar, souvent traduits par géants ou dévoreurs, étaient une race d'êtres qui entraient souvent en conflit avec les dieux. Malgré leur redoutable réputation, certains Jotnar, comme le sage Mimir, étaient respectés pour leur savoir et leur puissance. Dans la mythologie hindoue, les Védas parlent d'une époque appelée Satya Yuga ou Âge d'or, où l'humanité vivait en parfaite harmonie. À cette époque, les humains étaient considérés comme étant d'une taille extraordinaire, certains récits évoquant des hauteurs allant jusqu'à 32 pieds. Ce concept d'un âge passé de géants est partagé par d'autres cultures, suggérant une croyance universelle en une époque où le monde et ses habitants étaient plus grands que nature. Les anciens textes sumériens offrent des récits convaincants d'êtres géants. Les Anunnaki, souvent décrits comme une race de divinités, sont parfois décrits comme des géants par rapport aux humains. Selon les interprétations populaires de la mythologie sumérienne, notamment celles diffusées par des auteurs comme Zecharia Sitchin, les Anunnaki étaient des êtres extraterrestres venus sur Terre à la recherche de ressources, en particulier d'or. Selon les théories controversées de Sitchin, les Anunnaki auraient créé les humains par génie génétique, en combinant leur propre ADN avec celui d'hominidés existants. Ce récit tente d'expliquer l'existence de géants dans les légendes anciennes et le développement apparemment rapide de la civilisation humaine. Cependant, ces idées sont rejetées par l'archéologie et la biologie classique. Elles ont gagné un nombre important d'adeptes dans les cercles d'histoire alternative. La persistance des récits de géants dans toutes les cultures soulève des questions intéressantes. Ces récits sont-ils simplement le fruit de l'imagination humaine, de tentatives d'explication de phénomènes naturels ou de création de héros et de méchants plus grands que nature? Ou s'agit-il plutôt de souvenirs déformés d'êtres réels qui ont jadis foulé le sol de la Terre? Chapitre 3. D'un océan à l'autre, l'histoire des découvertes de géants en Amérique ne se limite pas à un seul lieu ou à une seule période. Au cours des 2 derniers siècles, des découvertes de restes humains et d'objets surdimensionnés ont été signalées de la côte est à la côte Pacifique, ce qui donne une idée d'un chapitre potentiellement oublié de la préhistoire nord-américaine. Ces découvertes, disséminées sur l'ensemble du continent, ont intrigué et déconcerté les chercheurs, remettant en question les idées reçues sur les anciennes populations américaines. La vallée de l'Ohio abrite l'une des plus importantes concentrations de découvertes liées aux géants,
en particulier autour du célèbre Serpent Mound. Ce tumulus préhistorique de 1370 pieds de long, situé dans le comté d'Adams, Ohio, est depuis longtemps une source de fascination pour les archéologues et les chercheurs alternatifs. La raison d'être du monticule reste un mystère, mais son emplacement, près d'un cratère d'impact de météorites, a conduit certains à spéculer sur son lien potentiel avec des événements astronomiques ou même des influences extraterrestres. En 1872, une découverte remarquable a été faite près du Serpent Mound. Les collections historiques du comté de Noble, Ohio font état de la découverte de 3 squelettes colossaux, dont on estime qu'ils mesuraient au moins 2 mètres de haut de leur vivant. Ce qui rendait ces restes particulièrement inhabituels, c'était la présence de doubles rangées de dents dans les mâchoires supérieures et inférieures. Malheureusement, les squelettes se sont effrités lorsqu'ils ont été exposés à l'air, ne laissant aucune trace physique pour un examen ultérieur. Il ne s'agit pas d'un incident isolé. En 1891, Ralston Goldsboro, un antiquaire respecté, a publié un compte-rendu des découvertes de squelettes géants dans les monticules de la culture Adena de la Haute-Vallée de l'Ohio. Goldsboro affirmait que ces tumulus contenaient des squelettes humains gigantesques mesurant plus de 2 mètres de haut. Le journal Worthington Advance a corroboré ces affirmations en 1897, en relatant les travaux de la Smithsonian Institution sur les tumulus de l'Iowa. L'article citait John Wesley Powell, alors directeur du bureau d'ethnologie, reconnaissant la découverte d'un squelette mesurant 7 pieds 6 pouces. Il a noté que les os se sont transformés en poussière lorsqu'ils ont été exposés à l'air, un thème commun à de nombreux rapports sur les squelettes géants. La vallée du Mississippi a également été un foyer de découverte de géants. En 1868, près des rives du Mississippi, dans le Minnesota, des carriers ont mis au jour les restes d'un squelette de 3 mètres de haut. Cette découverte a fait grand bruit, mais comme beaucoup d'autres découvertes similaires, les restes ont apparemment disparu peu de temps après leur mise au jour. Dans le Missouri, la région des Ozarks a livré ses propres histoires de géants. Le 11 juin 1933, le Stillville Ledger a rapporté la découverte d'un squelette de 2 mètres de long près de Stillville. Selon l'article, un médecin local a examiné les restes et les a exposés, ce qui a fait sensation dans la petite ville. Plus à l'ouest, les rapports se poursuivent. À San Diego, en Californie, un squelette géant mesurant 8 pieds et 4 pouces aurait été découvert en 1895. La découverte a été inspectée par le professeur Thomas Wilson, un anthropologue de la Smithsonian Institution. L'une des plus importantes collections de restes surdimensionnés a été rapportée sur l'île de Catalina, au large de la côte sud de la Californie. L'archéologue amateur Ralph Glidden a affirmé avoir trouvé un total de 3781 squelettes sur les Channel Islands entre 1919 et 1928. Beaucoup d'entre eux étaient d'une taille inhabituellement grande, certains atteignant 9 pieds ou plus. Ces découvertes, qui couvrent l'ensemble du continent, présentent un tableau déroutant. Si elles sont authentiques, elles suggèrent la présence d'une population inconnue d'individus exceptionnellement grands dans l'Amérique ancienne. Cependant, l'absence de preuves physiques préservées et le caractère souvent sensationnel des rapports ont conduit de nombreux archéologues classiques à rejeter ces découvertes comme des exagérations, des erreurs d'identification ou des canulars purs et simples. Il est essentiel de reconnaître que ces découvertes n'ont pas été faites par des amateurs ou rapportées uniquement dans les journaux locaux. Certaines, comme celles examinées par l'anthropologue Thomas Wilson du Smithsonian, ont été faites par des scientifiques reconnus. Cela ajoute une couche supplémentaire d'intrigue à l'histoire, en soulevant des questions sur les raisons pour lesquelles ces découvertes potentiellement révolutionnaires n'ont pas conduit à un changement dans notre compréhension des anciennes populations américaines. La répartition géographique de ces découvertes est également remarquable. Si nombre d'entre elles sont concentrées dans la vallée de l'Ohio et du Mississippi, 2 régions connues pour leur riche patrimoine archéologique et leurs nombreux monticules anciens, des rapports proviennent également de l'ouest du pays, jusqu'en Californie. Cette large distribution remet clairement en question l'idée que ces découvertes pourraient toutes être attribuées à une seule population mal identifiée ou à une série localisée de canulars. Certains chercheurs ont tenté d'établir une corrélation entre ces découvertes et les légendes amérindiennes de géants. De nombreuses tribus d'Amérique du Nord racontent que leurs ancêtres ont rencontré d'anciennes races d'êtres de grande taille, souvent hostiles. Un exemple est le conte Paiute du Sitka, et des légendes similaires existent chez les Choctaws, les Comanches et de nombreuses autres tribus. Cependant, la communauté scientifique reste sceptique. Plusieurs raisons expliquent ce scepticisme. 1. L'absence de preuves physiques. Malgré de nombreux témoignages, il n'y a pas de squelettes géants dans les collections des musées et des universités.
Cette absence de preuves physiques est souvent expliquée dans les rapports par l'affirmation que les os se sont effrités à l'air libre, mais cette désintégration commode éveille des soupçons. 2. L'invraisemblance biologique. Comme nous l'avons vu dans un chapitre précédent, il existe d'importantes limites biologiques à la taille qu'un être humanoïde peut atteindre tout en restant fonctionnel. La loi du cube carré stipule que lorsqu'un objet grandit, son volume augmente plus vite que sa surface, ce qui entraîne des problèmes structurels. Pour qu'un être de type humain puisse atteindre une taille de 2,5 mètres ou plus, il lui faudrait une structure osseuse et une musculature très différente de celle des humains modernes. 3. L'absence de contexte archéologique. Si une race de géants a existé dans l'Amérique ancienne, on s'attendrait à trouver d'autres preuves de leur présence, outils plus grands, portes plus larges dans les structures anciennes, armes plus grandes, etc. Ces preuves n'ont pas été trouvées. 4. Le contexte historique. Nombre de ces découvertes ont été rapportées à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, à une époque où les canulars et les articles de presse à sensation étaient monnaie courante. Le canular du géant de Cardiff de 1869, où un homme pétrifié de 3 mètres de haut a été découvert à New York, il s'est avéré par la suite qu'il s'agissait d'une statue de gypse sculptée, a éveillé l'intérêt du public pour les découvertes de géants. Malgré ces critiques valables, les partisans de la théorie des géants affirment que le nombre et l'étendue géographique de ces rapports suggèrent qu'il pourrait y avoir une part de vérité dans ces histoires. Ils soulignent que l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence, et que l'absence de spécimens préservés pourrait être due à une mauvaise manipulation, à une suppression délibérée ou à une véritable dégradation des restes au fil du temps. Certains chercheurs ont tenté d'expliquer ces rapports sans s'appuyer sur l'existence d'une race de géants. Une théorie suggère que certaines de ces découvertes pourraient être des restes mal identifiés de la mégafaune éteinte. Les ossements de mammouths, de mastodontes ou d'autres grands animaux préhistoriques pourraient être confondus avec des restes humains par des observateurs non qualifiés, surtout s'ils n'ont été partiellement excavés. Il est également possible que certains de ces squelettes géants soient en fait les restes d'individus souffrant de pathologies telles que l'acromégalie ou le syndrome de Marfan, qui peuvent se traduire par une taille et une structure osseuse inhabituelles. À une époque où ces pathologies n'étaient pas encore bien comprises, ces restes auraient pu être interprétés comme la preuve de l'existence d'une race distincte de géants. La controverse entourant ces découvertes a donné lieu à des accusations de dissimulation et de suppression de preuves, notamment à l'encontre d'institutions telles que le Smithsonian. Selon ces accusations, les squelettes géants et les artefacts auraient été délibérément cachés ou détruits pour maintenir le récit dominant de l'évolution humaine et des mouvements de population préhistoriques dans les Amériques. Bien que ces allégations soient difficiles à prouver ou à réfuter, elles mettent en évidence la tension entre l'orthodoxie archéologique dominante et les interprétations alternatives de la préhistoire. Ce conflit n'est pas propre aux géants. Des débats similaires font rage sur d'autres sujets controversés en archéologie, tels que la possibilité d'un contact transocéanique précolombien entre l'Ancien et le Nouveau Monde. L'histoire des découvertes de géants en Amérique est une étude de cas fascinante sur la relation complexe entre les preuves physiques, la tradition orale et la construction de récits historiques. Elle soulève des questions importantes sur la manière dont nous interprétons les découvertes archéologiques, sur le rôle de l'autorité institutionnelle dans l'élaboration de notre compréhension du passé et sur la valeur potentielle du folklore et des histoires orales en tant que source d'information historique. Chapitre 4. Le lien avec la Smithsonian Institution. La Smithsonian Institution, fondée en 1846 pour l'accroissement et la diffusion des connaissances, est à la tête de la recherche archéologique aux États-Unis. En tant que premier musée et complexe de recherche du pays, la Smithsonian Institution a joué un rôle crucial dans l'élaboration de notre compréhension de la préhistoire américaine. Cependant, l'implication de la Smithsonian dans l'histoire des découvertes géantes en Amérique est complexe et controversée, marquée par des allégations de dissimulation et des changements de paradigme scientifique. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, de nombreux rapports ont fait état de restes de squelettes de géants envoyés au Smithsonian pour analyse et conservation. Ces rapports ont été publiés dans des journaux locaux, des correspondances personnelles et des publications scientifiques de l'époque. John Wesley Powell, directeur du bureau d'ethnologie du Smithsonian, a reconnu la découverte d'un squelette de 2,5 mètres dans un tumulus de l'Iowa. Cela confirmait l'implication active du Smithsonian dans l'étude de ces découvertes inhabituelles. Cependant, un changement important dans la pensée archéologique s'est produit au cours de cette période, qui a eu des implications profondes sur la façon dont ces découvertes ont été interprétées et présentées au public. Le passage du diffusionnisme à l'isolationnisme dans l'explication du développement des anciennes cultures américaines a marqué un tournant. Le diffusionnisme, qui a dominé les débuts de l'archéologie américaine,
postulait que les innovations culturelles et les mouvements de population pouvaient se produire sur de longues distances, voire à travers les océans. Cette théorie était plus ouverte à l'idée d'influence extérieure façonnant les anciennes sociétés américaines et pouvait s'accommoder de concepts tels qu'une race de géants ou des civilisations avancées antérieures aux cultures amérindiennes connues. John Wesley Powell, bien qu'il ait reconnu l'existence de squelettes géants, a joué un rôle essentiel dans la promotion de l'isolationnisme. Ce nouveau paradigme mettait l'accent sur le développement indépendant des cultures amérindiennes, rejetant la possibilité d'influence extérieure significative, en particulier de l'autre côté des océans. Au début du XXe siècle, l'isolationnisme dominait l'archéologie américaine, déterminant la manière dont les preuves étaient interprétées et les découvertes considérées comme dignes d'une étude sérieuse. Ce changement de mentalité a coïncidé avec une diminution notable des découvertes de squelettes géants reconnus ou conservés par le Smithsonian. Cela a conduit certains chercheurs et historiens alternatifs à spéculer sur une suppression délibérée des preuves qui ne correspondaient pas au nouveau récit isolationniste. L'un des cas les plus convaincants qui alimente ces soupçons concerne la découverte d'anciens cercueils en bois dans la grotte de Crump, en Alabama, en 1892. Les cercueils, ainsi que d'autres objets, auraient été envoyés au Smithsonian. Cependant, lorsque le chercheur Frederick J. Paul s'est renseigné à leur sujet en 1950, il a reçu une réponse déconcertante de la part de l'institution: nous n'avons pas été en mesure de trouver les spécimens dans nos collections, bien que les dossiers indiquent qu'ils ont été reçus. Cette réponse est d'autant plus importante que les cercueils n'étaient pas une pratique connue des cultures amérindiennes précolombiennes d'Amérique du Nord. S'ils sont authentiques, ces artefacts pourraient avoir de profondes répercussions sur notre compréhension des anciennes pratiques funéraires américaines et suggérer des influences extérieures. La controverse s'est aggravée lorsqu'un autre chercheur, David Baron, a donné suite à cette enquête en 1992. Il a été informé que les objets étaient en fait des auges en bois, et non des cercueils. Baron a fait remarquer que les auges étaient anachroniques dans l'Amérique précolombienne, car elles étaient généralement utilisées pour nourrir le bétail introduit par les Européens. Il a été informé que les objets se trouvaient dans un entrepôt contaminé par de l'amiante et fermé pour nettoyage. Le processus de nettoyage prendrait 10 ans. Ces incohérences et ces dérobades apparentes ont alimenté les spéculations sur une dissimulation systématique de la part du Smithsonian. Les partisans de cette théorie affirment que les preuves remettant en cause le récit établi de la préhistoire américaine ont été délibérément cachées ou détruites pour maintenir le statu quo dans le domaine de l'archéologie. Le Smithsonian a été accusé de dissimuler des preuves, et la perception qu'a le public du Smithsonian et de l'archéologie traditionnelle en général a été considérablement affectée par ces allégations. Elles ont contribué à l'essor d'un mouvement d'archéologie alternative, qui cherche à remettre en question les récits établis et à explorer les possibilités qui se situent en dehors du consensus académique. Le rôle du Smithsonian dans cette controverse est encore compliqué par son statut juridique unique. Comme indiqué précédemment, le Native American Grave Protection and Repatriation Act de 1990 impose aux agences fédérales de restituer aux tribus qui en font la demande les biens culturels amérindiens, y compris les restes humains. Cependant, le Smithsonian est spécifiquement exempté de cette loi. Cette exemption a soulevé des questions quant à la responsabilité et au contrôle de l'institution sur des preuves archéologiques potentiellement sensibles. Ses détracteurs estiment qu'elle permet à la Smithsonian de rester en possession d'objets controversés sans contrôle externe, ce qui pourrait permettre la suppression de preuves remettant en cause les théories archéologiques dominantes. Les défenseurs de la Smithsonian soutiennent que son exemption de la NAGPRA est nécessaire pour préserver d'importantes collections scientifiques et maintenir l'intégrité des recherches en cours. Ils affirment que la recherche évaluée par les pairs et la mission éducative publique de l'institution garantissent la transparence et la rigueur scientifique. Le débat sur le rôle de la Smithsonian dans la controverse sur le squelette géant reflète des tensions plus générales dans le domaine de l'archéologie. D'un côté, il y a ceux qui prônent le respect strict des méthodologies scientifiques établies et de la recherche évaluée par les pairs. D'un autre côté, certains affirment que cette approche peut devenir dogmatique, risquant de négliger ou d'écarter les preuves qui ne cadrent pas avec les théories dominantes. Ce conflit n'est pas propre à l'étude des géants dans l'Amérique ancienne. Des débats similaires ont éclaté sur d'autres sujets controversés en archéologie, tels que la possibilité d'un contact transocéanique précolombien ou l'âge et la sophistication des civilisations anciennes. L'essentiel est de trouver un équilibre entre l'exploration de nouvelles possibilités et le respect de normes scientifiques rigoureuses et de conclusions fondées sur des preuves. Chapitre 5. Démystifier les mythes.
Les histoires de squelettes géants et de civilisations anciennes avancées en Amérique sont fascinantes, mais il est essentiel d'aborder ces affirmations d'un œil critique. Dans ce chapitre, nous examinerons les raisons pour lesquelles l'archéologie traditionnelle reste sceptique face à ces affirmations extraordinaires. Nous examinerons les canulars connus, les explications scientifiques de la taille humaine inhabituelle et les limites biologiques des humanoïdes géants. L'un des canulars les plus célèbres liés à la découverte de géants est celui du géant de Cardiff. En 1869, des ouvriers creusant un puits à Cardiff, dans l'État de New York, ont mis au jour ce qui semble être un homme pétrifié de 3 mètres de haut. Cette découverte a fait sensation, attirant des gens de partout pour voir le géant. Il s'avéra rapidement qu'il s'agissait d'un canular orchestré par un buraliste new-yorkais du nom de George Hall. Hall avait demandé à un sculpteur de tailler la figure dans un bloc de gypse, qui a ensuite été enterré et découvert dans le cadre de la supercherie. Le canular du géant de Cardiff a été important non seulement pour son audace, mais aussi parce qu'il a stimulé l'imagination du public pour des découvertes similaires. Dans les décennies qui ont suivi, de nombreuses découvertes de squelettes géants ont été signalées dans toute l'Amérique. Si certaines d'entre elles étaient peut-être de véritables erreurs d'identification ou des exagérations, d'autres ont probablement été inspirées par le succès du géant de Cardiff, qui a su capter l'attention du public et potentiellement générer des profits. Un autre cas notable de fausses déclarations concerne les découvertes faites sur l'île de Catalina par l'archéologue amateur Ralph Gliddon. Alors qu'il affirmait avoir mis au jour des milliers de squelettes géants, une enquête ultérieure a révélé qu'il avait considérablement exagéré ses découvertes et même mis en scène des photographies pour faire paraître des squelettes de taille normale plus grands. Ses motivations étaient clairement financières, puisqu'il utilisait ses affirmations sensationnelles pour obtenir le financement de nouvelles fouilles et pour attirer les touristes dans son musée improvisé. Ces canulars et fausses déclarations ont, à juste titre, incité les archéologues professionnels à se méfier des affirmations extraordinaires concernant des squelettes géants. Toutefois, le scepticisme à l'égard des géants ne repose pas uniquement sur les fraudes passées. Il existe également de solides raisons scientifiques de douter de l'existence d'une race de géants humanoïdes. L'un des principaux arguments scientifiques contre les géants provient du domaine de la biologie, et plus particulièrement de la loi du cube carré. Cette loi stipule qu'à mesure qu'un objet grandit, son volume augmente beaucoup plus rapidement que sa surface. Cette loi pose d'importants problèmes à une entité biologique comme l'homme lorsque sa taille augmente. Par exemple, si un être humain devait doubler de taille tout en conservant les mêmes proportions, son poids serait multiplié par 8, mais la section transversale de ses os et de ses muscles ne serait multipliée que par 4. Cela signifie que le squelette et la musculature seraient soumis à des contraintes beaucoup plus importantes, pouvant aller jusqu'à la rupture. Un être humain de 12 pieds de haut aurait besoin d'os et de muscles proportionnellement beaucoup plus épais qu'un humain normal pour supporter son poids. Il en résulterait une forme de corps très différente de la nôtre. D'autres systèmes biologiques seraient confrontés à des problèmes d'échelle similaires. Le cœur devrait travailler beaucoup plus dur pour pomper le sang dans un corps plus grand, ce qui pourrait entraîner une insuffisance cardiaque précoce. La distance accrue entre le cœur et le cerveau rendrait difficile le maintien d'un flux sanguin adéquat vers le cerveau, ce qui pourrait entraîner des évanouissements fréquents ou d'autres problèmes cardiovasculaires. Ces limites biologiques n'excluent pas l'existence d'êtres humains exceptionnellement grands, mais elles fixent des limites supérieures à la taille à laquelle un être de type humain pourrait grandir tout en conservant sa fonctionnalité. Les dossiers médicaux modernes montrent que le plus grand humain vérifié dans l'histoire est Robert Wadlow, qui a atteint une taille de 8 pieds 11,1 pouces 2,72 mètres. Cependant, Wadlow a souffert de nombreux problèmes de santé liés à sa taille et est mort à l'âge de 22 ans. Cela soulève la question des nombreux rapports faisant état de squelettes géants, dont certains atteindraient une taille de 12 pieds ou plus. Plusieurs explications sont possibles. 1. Erreur d'identification. Dans certains cas, les ossements de mégafaunes éteintes comme les mammouths ou les mastodontes ont pu être confondus avec des restes humains, surtout s'ils n'ont été que partiellement excavés ou s'ils ont été examinés par des personnes n'ayant pas reçu une formation adéquate en anatomie. 2. L'exagération, l'excitation d'une découverte inhabituelle, combinée aux limites des techniques de mesure du XIXe siècle, a pu conduire à une surestimation de la taille des squelettes dans certains cas. 3. Conditions pathologiques. Certains squelettes géants signalés sont probablement les restes de personnes souffrant de pathologies telles que l'acromégalie ou le syndrome de Marfan, qui peuvent se traduire par une taille et une structure osseuse inhabituelles. 4. Pratiques culturelles. Certaines tribus amérindiennes pratiquaient l'élongation du crâne, ce qui donnait l'impression que le squelette était plus grand qu'il ne l'était en réalité si on le mesurait du sommet du crâne allongé jusqu'aux pieds. 5.
Fraude délibérée. Il existe des cas documentés de fraude délibérée, comme le géant de Cardiff et les exagérations de Ralph Gliddon. Il s'agissait clairement de tentatives intentionnelles de tromperie à des fins de gains financiers ou de notoriété. Il existe des cas individuels d'êtres humains exceptionnellement grands, mais rien ne prouve qu'une population ou une race distincte de géants ait jamais existé. La taille humaine est influencée par une interaction complexe de facteurs génétiques et environnementaux, et si la taille moyenne peut varier d'une population à l'autre, les différences sont généralement de l'ordre du pouce et non du pied. Malgré ces arguments scientifiques, les mythes sur les géants persistent, illustrant le pouvoir de ces histoires à capter l'imagination humaine. Les récits de géants font appel à notre fascination pour l'extraordinaire et à notre désir de découvrir des histoires cachées. Ces récits rejoignent souvent ceux de civilisations avancées disparues ou d'anciens visiteurs extraterrestres, des idées qui ont gagné du terrain dans la culture populaire malgré l'absence de soutien scientifique. Chapitre 6. Au-delà des géants, la recherche de preuves de l'existence d'humains géants dans l'Amérique ancienne ouvre un débat plus large sur la possibilité d'un contact transocéanique précolombien entre les Amériques et d'autres parties du monde. Le mystère de la patate douce est l'une des preuves les plus convaincantes de l'existence de contacts transocéaniques anciens provient d'une source improbable, le Humboldt patate douce. La patate douce, Hippomea batata, originaire des Amériques, était présente en Polynésie bien avant que les explorateurs européens n'atteignent le Pacifique. La datation au carbone de restes de patates douces trouvés dans les îles Cook remonte à environ 1000 ans de notre ère, ce qui suggère un contact entre la Polynésie et l'Amérique du Sud au moins 500 ans avant Christophe Colomb. Les données linguistiques confirment sans équivoque ce lien. Dans les premières langues polynésiennes, la patate douce est désignée par le mot kumala, qui ressemble étrangement à kumara dans certains dialectes sud-américains parlés en Équateur. Ce parallèle linguistique est une preuve sans équivoque de contact culturel. Patrick Kirsch, professeur émérite d'anthropologie à l'Université de Californie à Berkeley, a étudié en profondeur ce lien avec la patate douce. Dans son livre On the Road of the Winds, en Archaeological History of the Pacific Islands Before European Contact, Kirsch affirme que la présence de la patate douce en Polynésie ne peut s'expliquer que par le transport humain à travers le Pacifique. Des études génétiques récentes apportent des preuves encore plus convaincantes de l'existence de contacts anciens entre la Polynésie et l'Amérique du Sud. En 2007, des archéologues ont mis au jour des os de poulet sur un site de fouilles au Chili. L'analyse de l'ADN de ces os correspondait à celui de poulets provenant des îles Samoa et Tonga, dans le Pacifique, et la datation au carbone a permis de les situer entre 1304 et 1424 de notre ère, avant l'arrivée des Européens. Une étude novatrice publiée dans Nature en 2020 a fourni des preuves génétiques directes de contact entre les populations polynésiennes et sud-américaines. L'étude, dirigée par Alexander Ioannidis de l'Université de Stanford, a analysé les données génétiques de plus de 800 personnes originaires de 17 îles polynésiennes et de 15 groupes amérindiens. Les résultats ont révélé de manière concluante que certaines populations polynésiennes partagent de l'ADN hérité d'Amérindiens sud-américains, en particulier du peuple Zénou qui vivait dans l'actuelle Colombie. Ce brassage génétique s'est produit vers 1150-1200 de notre ère, ce qui constitue une preuve irréfutable des contacts précolombiens. Cartes et objets anciens suggérant des voyages transocéaniques anciens. Plusieurs cartes et objets anciens ont été découverts qui témoignent clairement de la connaissance des Amériques bien avant Christophe Colomb. L'un des plus remarquables est la carte de Piri Reis, créée par l'amiral et cartographe ottoman Piri Reis en 1513. Cette carte montre des parties du littoral sud-américain avec une précision remarquable, bien qu'elle ait été créée seulement 2 décennies après les voyages de Christophe Colomb. Sa précision remarquable et ses descriptions détaillées ont conduit certains chercheurs à conclure qu'elle était basée sur des cartes beaucoup plus anciennes, datant peut-être de l'Antiquité. Bien que cette affirmation soit controversée, la carte de Piri Reis reste un élément de preuve important dans le débat sur les contacts précolombiens. D'autres artefacts, comme la coupe Fuente Magna trouvée en Bolivie, qui semble porter des inscriptions dans une écriture similaire au cunéiforme sumérien, ont suscité des débats sur d'éventuels contacts anciens entre l'Ancien et le Nouveau Monde. Le mystère des momies de cocaïne. L'une des preuves les plus déconcertantes de l'existence d'anciens contacts transocéaniques provient d'une source inattendue, les momies égyptiennes, En 1992, une équipe de scientifiques allemands dirigée par le Dr Svetla Balabanova a fait une découverte surprenante en analysant des échantillons de cheveux de momies égyptiennes. Ils ont trouvé des traces de nicotine et de cocaïne dans les échantillons. Ces substances étaient considérées comme exclusives aux Amériques jusqu'au voyage de Christophe Colomb. Le cas le plus célèbre est celui de Ramsès II, dont la momie contenait d'importantes quantités de nicotine.
Cette découverte a été confirmée par des scientifiques français en 1976. Une momie féminine de l'époque ptolémaïque contenait également de la cocaïne. Ces découvertes ont suscité un vif débat au sein de la communauté scientifique. Certains chercheurs affirment qu'il s'agit d'une preuve de l'existence d'anciennes routes commerciales entre l'Égypte et les Amériques, tandis que d'autres suggèrent une possible contamination ou la présence de plantes de l'Ancien Monde, aujourd'hui disparues, qui produisaient des alcaloïdes similaires. John Rick, de l'Université de Stanford, spécialiste du Pérou précolombien, a déclaré « Nous devons nous garder de tirer des conclusions hâtives, mais ces découvertes remettent certainement en question notre compréhension des anciens réseaux commerciaux et des contacts culturels. » Alice Robert, professeure d'engagement public dans la science à l'Université de Birmingham, résume bien la situation. Plus nous cherchons, plus nous trouvons de preuves qui suggèrent que nos ancêtres étaient beaucoup plus mobiles et interconnectés que nous ne le pensions. C'est une période passionnante pour l'étude de la préhistoire humaine. Chapitre 7, des connaissances étouffées. La découverte de squelettes géants et de preuves de contacts transocéaniques anciens soulève une question importante. Si ces preuves existent, pourquoi ne sont-elles pas plus largement connues ou acceptées? Ce chapitre aborde avec audace le sujet controversé de la suppression présumée des découvertes archéologiques qui remettent en cause les récits historiques dominants. La loi NAGPRA, Native American Grave Protection and Repatriation Act, a été adoptée par le Congrès des États-Unis en 1990. Cette loi a été conçue pour protéger les objets culturels et les restes humains des Amérindiens, en exigeant des agences fédérales et des institutions qui reçoivent des fonds fédéraux qu'elles restituent ces objets aux tribus ou aux descendants qui en font la demande. Si la loi NAGPRA visait à réparer des erreurs historiques et à respecter le patrimoine culturel amérindien, certains chercheurs affirment qu'elle a des conséquences inattendues sur la recherche archéologique, en particulier lorsqu'il s'agit d'étudier des vestiges anormaux tels que des squelettes géants. James Chatters, l'archéologue qui a été le premier à étudier les restes de l'homme de Kennewick, a critiqué la manière dont le NAGPRA a été mis en œuvre. Dans son livre Ancient Encounters, Kennewick Man and the First Americans, James Chatters affirme que la loi a été interprétée de manière à entraver la recherche scientifique. L'un des aspects les plus controversés de la loi NAGPRA est l'exemption accordée à la Smithsonian Institution. Selon le Code des États-Unis, titre 25, chapitre 32, section 3001, sous-section 4 et 8, la Smithsonian n'est pas considérée comme une agence fédérale ou un musée aux fins de la loi NAGPRA. Cela a donné lieu à des accusations selon lesquelles le Smithsonian a la capacité de conserver et éventuellement de supprimer des preuves archéologiques qui ne correspondent pas au récit historique dominant. Les critiques évoquent des cas où des squelettes géants ou d'autres restes anormaux auraient été envoyés à la Smithsonian, pour ensuite disparaître des archives publiques. Cependant, le Smithsonian nie fermement toute suppression délibérée de preuves. David Hunt, anthropologue physique au Musée national d'histoire naturelle du Smithsonian, a été très clair. Nous ne cachons pas de preuves. Notre travail consiste à étudier et à préserver l'histoire de l'humanité, pas à la dissimuler. Le débat sur les preuves manquantes est controversé, de nombreux chercheurs et auteurs affirmant que le Smithsonian et d'autres institutions ont délibérément caché ou détruit des preuves de l'existence de squelettes géants et d'autres découvertes anormales. Ces affirmations s'appuient sur des articles de journaux datant du XIXe siècle et du début du XXe siècle qui faisaient état de la découverte de restes géants. Cependant, les archéologues et historiens traditionnels soutiennent que ces affirmations sont sans fondement. Ils soulignent que nombre de ces articles de presse étaient probablement exagérés ou entièrement fabriqués, une pratique courante dans le journalisme jaune sensationnaliste de l'époque. Kenneth Feder, professeur d'archéologie à la Central Connecticut State University et auteur de Frauds, Myths and Mysteries, Science and Pseudoscience in Archaeology, a mené une enquête approfondie sur les allégations de squelettes géants. Il n'a trouvé aucune preuve crédible d'une dissimulation systématique, déclarant « Si l'on avait vraiment trouvé des squelettes de 9 pieds, nous aurions les os. » Ce n'est pas le cas. Représentation médiatique et critique des théories alternatives. Un autre facteur contribuant à la perception d'un savoir étouffé est la manière dont les médias grand public et le monde universitaire présentent souvent les théories historiques alternatives. Les chercheurs qui proposent des idées remettant en cause les récits historiques établis sont souvent critiqués et ridiculisés. Prenons l'exemple de la diffusion sur Netflix, en 2022, de la série documentaire Ancient Apocalypse de Graham Hancock. Cette série a fait l'objet de critiques virulentes de la part de nombreux archéologues et médias traditionnels. La Society for American Archaeology a dénoncé la série en la qualifiant de pseudoscience, craignant qu'elle n'induise le public en erreur. Chapitre 8.
Des découvertes récentes qui remettent en question l'histoire dominante et alors que nous approfondissons les mystères de l'Amérique ancienne et la possibilité de l'existence d'habitants géants, il est essentiel de tenir compte des découvertes archéologiques récentes qui ont radicalement modifié notre compréhension de la préhistoire de l'humanité. Ces découvertes démontrent que notre compréhension du monde antique est loin d'être complète et que nous devons rester ouverts aux nouvelles preuves qui remettent en question les récits établis. Le débat archéologique entre isolationnisme et diffusionnisme. Pendant une grande partie du XXe siècle, l'archéologie américaine a été marquée par l'isolationnisme, c'est-à-dire la conviction que les cultures anciennes des Amériques s'étaient développées de manière indépendante, avec peu ou pas de contact avec d'autres parties du monde. Des archéologues comme Cyrus Thomas, de la Smithsonian Institution, ont défendu ce point de vue. À l'inverse, le diffusionnisme affirme que les idées, les technologies et même les personnes se sont répandues entre les différentes cultures par le biais des migrations et du commerce, même sur de grandes distances. Autrefois rejetées, les idées diffusionnistes sont de plus en plus acceptées depuis quelques années, à mesure que de nouvelles preuves apparaissent. Carl Lipo, archéologue à l'université de Binghamton, explique: le débat entre isolationnistes et diffusionnistes a façonné une grande partie de l'archéologie américaine. Mais les découvertes récentes nous obligent à reconsidérer les hypothèses de longue date sur l'isolement des anciennes cultures américaines. Göbekli Tepe, réécrire l'histoire de la civilisation. Göbekli Tepe, un site néolithique situé dans le sud-est de la Turquie, est l'une des découvertes archéologiques les plus importantes du XXIe siècle. Daté d'environ 10 000 ans avant notre ère, Göbekli Tepe a fondamentalement changé notre compréhension des origines de la civilisation. Le site se compose de structures circulaires avec des piliers de pierre sculptés de manière complexe, dont certains pèsent jusqu'à 20 tonnes. Plus étonnant encore, Göbekli Tepe est antérieur à l'invention de la poterie, de la métallurgie, de l'écriture et même de l'agriculture. Cela suggère que l'organisation sociale complexe et l'architecture monumentale existaient avant le développement de l'agriculture, ce qui remet en question la croyance de longue date selon laquelle l'agriculture était nécessaire à l'essor de la civilisation. Klaus Schmidt, archéologue en chef à Göbekli Tepe jusqu'à sa mort en 2014, a décrit le site comme le premier lieu saint construit par l'homme. Cette découverte a obligé les archéologues à reconsidérer les capacités des sociétés de chasseurs-cueilleurs et les origines de la complexité religieuse et sociale. Bonkuklu Tarla, une nouvelle date pour l'aube de la civilisation. Le fouilles menées à Bonkuklu Tarla, également en Turquie, ont mis au jour un site datant de plus de 12 000 ans. Ce site comporte des traces d'agriculture, d'élevage et de techniques sophistiquées de taille de la pierre, ce qui repousse encore plus loin la date d'apparition des établissements humains organisés. Ergül Koda, archéologue en chef à Bonkuklu Tarla, note: les découvertes faites ici modifient notre compréhension des sociétés néolithiques. Nous trouvons des preuves d'une organisation sociale complexe, y compris ce qui semble être une structure religieuse centrale, bien plus tôt qu'on ne le pensait auparavant. Le site comprend également un système d'égouts sophistiqué, ce qui remet en question les notions de ce que les premiers établissements humains étaient capables de réaliser. Ces découvertes suggèrent que les racines de la civilisation pourraient remonter beaucoup plus loin dans le temps que ce que l'on croyait traditionnellement. Les implications pour la compréhension des civilisations anciennes, y compris celles des Amériques, sont profondes. Elles démontrent que 1. Des sociétés complexes peuvent naître sans agriculture. Cela remet en question l'idée longtemps admise selon laquelle l'agriculture était essentielle au développement de la civilisation. 2. Les peuples anciens étaient plus avancés technologiquement qu'on ne le pense souvent. Les techniques de construction sophistiquées de ces sites prouvent que les peuples anciens possédaient des capacités qui ont été sous-estimées. 3. La chronologie de la civilisation humaine doit être revue. Ces sites repoussent définitivement de plusieurs milliers d'années les dates d'une organisation sociale complexe. 4. Les pratiques religieuses ou spirituelles ont sans aucun doute joué un rôle crucial dans les premières sociétés. La nature rituelle de Göbekli Tepe suggère que les croyances partagées étaient une force motrice dans l'organisation sociale primitive. Jennifer Raff, généticienne et anthropologue à l'Université du Kansas, commente: ces découvertes nous rappellent que l'histoire de la civilisation humaine est beaucoup plus complexe et ancienne que nous ne le pensions. Elles devraient nous rendre réceptifs à la possibilité de découvertes tout aussi révolutionnaires dans les Amériques. Nous devons réexaminer nos hypothèses sur les anciennes civilisations américaines. Si des sociétés complexes ont pu voir le jour au Proche-Orient il y a plus de 12 000 ans, il est indéniable que des développements similaires ont pu se produire dans les Amériques. Des découvertes récentes remettent en question des croyances de longue date sur les premières cultures américaines. 1. Grotte de Paisley, Oregon, les coprolites humains, excréments fossilisés,
trouvés dans ces grottes ont été datés de 14 300 ans, ce qui constitue l'une des premières preuves de la présence humaine en Amérique du Nord et contredit directement le modèle Clovis d'abord. 2. Monteverde, Chili, ce site a livré des preuves d'habitation humaine datant d'au moins 14 500 ans, ce qui est antérieur à la culture Clovis et suggère une migration antérieure vers les Amériques. 3. Huaca Prieta, Pérou, les fouilles menées sur ce site côtier ont mis au jour des textiles sophistiqués et des preuves de culture de plantes datant d'il y a 15 000 ans, établissant fermement l'existence de sociétés complexes en Amérique du Sud bien plus tôt qu'on ne le pensait auparavant. Le Dr Tom Dilley, l'archéologue qui a fouillé Monteverde, fait remarquer que ces découvertes nous obligent à revoir notre façon de voir les choses. Ces découvertes nous obligent à repenser le calendrier et la nature des premières migrations humaines vers les Amériques. Le tableau est beaucoup plus complexe que nous ne le pensions auparavant. Au vu de ces récentes révélations, il est clair que notre compréhension des anciennes civilisations américaines est loin d'être complète. La possibilité de découvrir des preuves de l'existence d'humains géants, de technologies anciennes avancées ou de contacts transocéaniques précoces ne peut être écartée. Elizabeth Chilton, archéologue et doyenne de l'Université de Binghamton, donne un conseil: en tant que scientifique, nous devons rester ouverts, en tant que scientifique, nous devons rester ouverts aux nouvelles preuves, même lorsqu'elles remettent en question nos théories existantes. L'histoire de l'archéologie est pleine de surprises, et je m'attends à ce qu'il y en ait encore beaucoup d'autres à venir. Chapitre 9. Les 4 étapes de la répression. Dans leur quête de compréhension de notre passé ancien, les chercheurs se heurtent souvent à une résistance lorsqu'ils présentent des idées qui remettent en cause les récits dominants. Ce type de réaction aux idées non conventionnelles dans le domaine de la science et des médias est connu sous le nom des 4 étapes de la répression. Les 4 étapes de la répression, telles qu'elles sont observées dans le traitement des théories alternatives en archéologie et dans d'autres domaines scientifiques, sont les suivantes. Critique marginalisation. Accent sur cette étape représente une progression des réponses de l'establishment scientifique et des médias aux idées qui remettent en question la sagesse conventionnelle. Bien que la critique et l'examen par les pairs soient des éléments essentiels du processus scientifique, les dernières étapes peuvent étouffer la pensée innovante et les découvertes importantes. Première étape, la critique. La critique est un élément fondamental et nécessaire du processus scientifique. Lorsque de nouvelles idées sont présentées, elles doivent faire l'objet d'un examen et d'une évaluation rigoureux par des pairs dans le domaine. Cette étape est cruciale pour préserver l'intégrité scientifique et garantir que les nouvelles théories reposent sur des preuves solides. Robert Schoch, géologue connu pour ses théories controversées sur l'âge du Grand Sphinx, explique: la critique est essentielle en science. C'est ainsi que nous affinons nos idées et que nous séparons les bonnes théories des mauvaises. Le problème survient lorsque la critique devient dogmatique et fermée d'esprit. Cependant, la critique peut devenir dédaigneuse ou hostile lorsque les idées remettent en cause des croyances profondément ancrées ou des paradigmes établis. Deuxième étape, la marginalisation. Si une idée contestée ne peut être discréditée, l'étape suivante consiste à tenter de marginaliser les chercheurs ou les théories. Ces tentatives peuvent prendre plusieurs formes. L'étiquetage. Les théories peuvent être qualifiées de pseudosciences ou de marginales, quelles que soient les preuves présentées. Ostracisme académique. Les chercheurs peuvent éprouver des difficultés à publier dans des revues grand public ou à obtenir un financement pour leurs travaux. Représentation par les médias. Les théories alternatives peuvent être présentées dans les médias comme des curiosités amusantes plutôt que comme des propositions scientifiques sérieuses. Virginia Steen McIntyre, une géologue qui a dû faire face à d'importantes critiques professionnelles pour avoir daté le site de Huayatlaco, au Mexique, de 250 000 ans, ce qui est bien plus ancien que la période acceptée pour la présence humaine sur le continent américain, décrit son expérience: une fois nos résultats publiés, c'est comme si un rideau avait été tiré. Nos collègues ont cessé de nous rappeler et nous avons été exclus de la conversation académique. Troisième étape, l'attaque. Si la marginalisation s'avère inefficace, les détracteurs auront recours à des tactiques plus agressives. Cette étape implique souvent des attaques personnelles sur la personnalité ou les références des chercheurs, plutôt que d'aborder le bien fondé de leurs arguments. Les tactiques les plus courantes à ce stade sont les suivantes. Les attaques ad hominem. Cette étape consiste à discréditer les chercheurs en se basant sur leurs caractéristiques personnelles plutôt que sur leurs travaux. Remise en question des motivations. Suggérer que les chercheurs sont motivés par la célébrité ou le gain financier plutôt que par une véritable recherche scientifique. Représailles professionnelles. Les chercheurs peuvent voir leur carrière ou leur statut professionnel menacé. Le cas de Graham Hancock, auteur de Fingerprints of the Gods et d'autres ouvrages remettant en cause les récits archéologiques dominants, illustre cette étape.
Hancock a fait l'objet de nombreuses attaques personnelles, les critiques se concentrant souvent sur son manque de références archéologiques officielles plutôt que sur ses arguments réels. Quatrième étape, la censure. La dernière étape de la suppression, la plus extrême, est la censure. Elle peut prendre différentes formes. La censure institutionnelle, les universités ou les instituts de recherche peuvent refuser d'accueillir des exposés ou des conférences sur des sujets controversés. Censure médiatique, les principaux médias peuvent refuser de couvrir les théories alternatives ou ne les présenter que sous un jour négatif. Censure en ligne, les plateformes de médias sociaux et les moteurs de recherche peuvent déclasser ou supprimer le contenu lié aux théories archéologiques alternatives. L'autocensure, les chercheurs peuvent éviter de s'engager dans certaines voies de recherche par crainte de répercussions professionnelles. Robert Bauval, connu pour sa théorie de la corrélation d'Orion concernant les pyramides de Gizeh, en a fait l'expérience. Il a vu des conférences annulées à la dernière minute sous la pression d'égyptologues orthodoxes. C'est une forme de censure académique qui étouffe le débat. Étude de cas, réaction à Ancient Apocalypse de Graham Hancock. La réception de la série Netflix de Graham Hancock Ancient Apocalypse illustre clairement comment ces étapes de suppression se déroulent en temps réel. Première étape, critique. Les premières réactions à la série ont été largement critiques, de nombreux archéologues soulignant ce qu'ils considéraient comme des failles dans les arguments de Graham Hancock. Ce niveau de critique est normal et attendu dans le discours scientifique. Deuxième étape, marginalisation. À mesure que la série gagne en popularité, les efforts pour marginaliser les idées de Hancock s'intensifient. La Society for American Archaeology a publié une déclaration qualifiant la série de pseudo-archéologie, tentant ainsi de l'éloigner de la recherche archéologique légitime. Troisième étape, attaque. Les attaques personnelles contre Hancock se multiplient, les critiques se concentrant sur son manque de références archéologiques officielles et l'accusant de promouvoir des idées racistes, bien que la série ne fasse aucune allusion à la race. Quatrième étape, censure. Certains archéologues ont demandé à Netflix d'ajouter des avertissements à la série ou de la supprimer complètement, ce qui représente une poussée vers la censure des idées qui remettent en question les récits dominants. Bien que l'intention derrière ces étapes de suppression puisse être de protéger l'intégrité scientifique, elles ont indubitablement un effet dissuasif sur l'innovation et la découverte. L'histoire regorge d'exemples d'idées scientifiques qui ont d'abord été rejetées ou ridiculisées, mais qui ont fini par être acceptées. Aubrey Marcus, PDG d'ONI et animateur de l'émission Aubrey Marcus Podcast, avance l'argument suivant: la suppression de théories alternatives ne nuit pas seulement à ses chercheurs, elle nuit à la science elle-même. L'histoire montre que certaines de nos percées les plus importantes sont issues d'idées qui étaient initialement considérées comme hérétiques. Conclusion: embrasser l'inconnu. Une conclusion de cette exploration de l'histoire cachée de l'Amérique, de la possibilité de géants aux dernières découvertes archéologiques, une chose est claire, il reste encore beaucoup à apprendre sur notre passé ancien. Le rythme rapide des découvertes dans des domaines tels que l'archéologie, la génétique et la paléoclimatologie modifie constamment notre compréhension de la préhistoire humaine. Ce qui était considéré comme impossible il y a une génération est aujourd'hui un fait accepté, et les théories marginales d'aujourd'hui pourraient bien être les manuels scolaires de demain. Même si nous ne trouverons jamais de preuves concluantes de l'existence d'une race de géants dans l'Amérique ancienne, la recherche de telles preuves nous a amenés à remettre en question nos hypothèses sur le passé et nous a poussés à développer de nouvelles technologies et méthodologies pour découvrir l'histoire cachée. Le Dr Elizabeth Chilton propose une conclusion appropriée. Le plus grand danger en archéologie n'est pas d'envisager des idées non conventionnelles, mais de croire que nous savons déjà tout ce qu'il y a à savoir. En tant que scientifiques, nous devons suivre les preuves là où elles nous mènent, toujours ouverts à la possibilité de surprise et d'émerveillement. Nous devons aborder la tâche avec un esprit ouvert, une pensée critique et une volonté de remettre en question nos propres hypothèses. Cette approche est essentielle pour découvrir la véritable histoire de notre patrimoine humain commun, dans toute sa complexité et son émerveillement.